Ok, on a tout le monde. Alors, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, j'espère que oui. Alors, Aurélien, normalement, pour faire la présentation, Anita a dû t'envoyer un lien pour t'ajouter en tant que présentateur. C'est bon? Je sais pas si. Ouais, Donc, je me déconnecte et je me reconnecte avec ce lien, c'est ça? ouais. Ou après, je pense que tu peux peut-être. Bon, tu peux rester comme ça. Peut-être ça va fonctionner. J'avancerai les diapos au pire. Voilà, voilà. Ok. Alors, je vais commencer par me présenter, et puis ensuite, Aurélien, je te laisserai la main pour te présenter et Mhm. commencer ce webinaire. Alors, donc bonjour à tous. Donc, je suis Maxime Vautier, donc chargé d'expérimentation chez Astroder Seine-Manche. Aujourd'hui, avec Aurélien, nous allons vous présenter le premier webinaire d'une série de trois webinaires. Euh, euh, de trois webinaires qui auront lieu sur les prochains mois. Ces trois webinaires, le premier c'est l'aquaponie, aquaponie horticulture, un modèle d'avenir. Et les deux autres, ce sera pour le vendredi 20 juin, ce sera la gestion et pilotage de l'irrigation par l'utilisation d'outils connectés ou d'outils d'aide à la décision. Et le troisième webinaire aura lieu le jeudi 3 juillet sur les supports de culture sans tourbe et ou issus de l'économie circulaire. Donc voilà pour ces trois webinaires et je vais laisser donc Aurélien se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, ça marche? Vous m'entendez? Tu m'entends, Maxime, ça Oui, fonctionne? moi je t'entends. Ouais. Ok, Je- bon, j'espère que c'est le cas pour tout le monde. Bonjour à tous. oui. Donc, Aurélien Tocqueville. Alors, moi, je suis à l'ITAVI. Alors, c'est un autre institut technique, hein, comme Astrodor, mais c'est l'Institut technique des filières avicoles, cunicoles et piscicoles. Et j'ai en charge la partie pisciculture à l'ITAVI. Et ça fait quelques années maintenant qu'on collabore entre Institut technique ITAVI et Astrodor. Donc je vais commencer à diffuser le diapo. Donc voilà. Je sais pas si tout le monde le voit. C'est bon. Alors, Aurélien, je Oui, t'en enfin, prie. Si il tu- y a la première diapo, si tu voulais introduire effectivement Ah oui, le cadre du webinaire et du mm, programme sur lequel on s'appuie pour. oui. Attends, du coup, je crois que tout n'est pas dans l'ordre. En remettant les. Euh, Donc en fait, alors ce webinaire, il s'inscrit dans le programme Optima. Le programme Optima, c'est un programme sur fond FEADER, financé par l'Europe et la région Normandie. C'est un programme qui vise à étudier euh, l'aquaponie pour l'horticulture. Essayer d'adapter l'aquaponie pour l'horticulture. C'est un programme qui a débuté il y a maintenant 5 ans, en 2020, via un précédent programme qui s'appelait Aquanor. Et sur la thématique de l'aquaponie, ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille en collaboration avec l'Italie et le CFA Naturapole de Terre de Caux, donc en Seine-Maritime, sur ce projet. Notre pilote d'aquaponie est installé dans leur serre, dans les serres du lycée horticole. Voilà. Alors du coup, ouais, pourquoi est-ce on vous parle d'aquaponie aujourd'hui? Je pense que alors peut-être que vous en avez tous déjà entendu parler ou entendu vu des présentations sur l'aquaponie. En tout cas, pourquoi l'aquaponie? C'est concrètement parce qu'il y a eu des évolutions techniques sur la partie élevage.
aquacole, l'élevage de poissons en l'occurrence, avec ce qu'on appelle des circuits recirculés. Ce sont des circuits qui permettent de s'affranchir, entre guillemets, de la ressource en eau en intégrant une boucle de traitement de l'eau, en fait. Donc, ces systèmes ont une moindre dépendance par rapport à une ressource en eau. De deux, ça permet de maîtriser tout un ensemble de paramètres de l'élevage, notamment la température, la qualité d'eau, etc. Ce qui n'est pas le cas dans les systèmes qui sont encore des systèmes majoritaires en pisciculture, qui sont des systèmes dépendants d'une ressource en eau et donc de ses fluctuations, puisque c'est en lien et en contact direct avec le milieu naturel. Et ça offre aussi des perspectives d'implantation de nouveaux sites d'élevage de poissons. Donc c'est en développement au niveau mondial. C'est une technologie qui est encore relativement récente, au sens où ça a une quarantaine d'années maintenant, mais c'est vraiment en développement, en fait, et c'est vraiment des perspectives pour créer des nouveaux sites. À côté de ça, ce que vous connaissez peut-être tous mieux et bien mieux que moi, c'est tout le volet hydroponie, culture sous serre, qui s'est aussi développé. Et en fait, l'aquaponie, bah, concrètement, l'idée a été de coupler ces deux technologies-là, pour faire d'une ressource que sont les effluents de poissons, pour les végétaux. Donc, tout ça est arrivé à l'aquaponie. Alors, l'aquaponie qui s'est développée aussi au niveau mondial, il y a différents systèmes qui fonctionnent. Il y a eu aussi différents échecs sur ce type d'essai. Et depuis maintenant plusieurs années, au niveau français, on y a travaillé en collaboration avec l'Astrodor, mais dans un autre cadre que celui qu'on va vous présenter aujourd'hui, puisque les travaux ont porté essentiellement sur du maraîchage et des cultures maraîchères, notamment à la station Astrodor Rateau en Rhône-Alpes. Et en fait, je pose toujours la question, est-ce que réellement, quand on vous parle d'aquaponie, quand on vous présente l'aquaponie, est-ce qu'il s'agit d'une innovation, puisqu'en fait, on a greffé ces deux technologies, on a testé différents supports de culture qui sont aussi des supports de culture, du raft jusqu'aux supports verticaux qui sont aussi testés et utilisés en hydroponie. La question, en fait, au travers de est-ce une innovation, c'est est-ce que ça fonctionne, comment ça fonctionne, et comment est-ce qu'on peut documenter le fonctionnement de ces systèmes-là. Encore une fois, tous ces travaux-là, nous, qu'on a pu mener dans un programme que vous avez peut-être entendu parler, ça s'appelle APIVA. On l'a travaillé sur des questions orientation maraîchage sur le volet végétal. Et sur le volet poisson, on l'avait aussi travaillé sur des orientations plutôt poisson de consommation. En l'occurrence, l'espèce majoritairement produite en France, qui est la truite arc-en-ciel, même si on a testé d'autres espèces. Et c'est pour ça que dans le cadre de ce qu'évoquait Maxime, on a souhaité aller plus loin et toujours réfléchir à cette innovation que pourrait être l'aquaponie, ou tout du moins comment fonctionne ce système-là qui en lui-même est innovant au sens où on ne maîtrise pas totalement son fonctionnement. Est-ce que ça peut aussi être adapté et fonctionner dans un cadre horticole, cette fois, sur différentes espèces horticole au sens végétal, bien sûr, mais ornemental aussi au sens poisson. Donc on peut poursuivre, Maxime, si tu veux, si je n'ai pas la main pour passer. Non. Du coup, sur le système en lui-même, ce qu'évoquait Maxime, c'est qu'effectivement, on a implanté un système dans des serres horticoles au niveau du CFA de Faux-Vilanco. Donc l'objectif reste celui que je présentais précédemment, c'est bien de coupler notre système poisson, avec ce fameux système recirculé, à une production végétale. En l'occurrence, là, vraiment, production végétale horticole et production piscicole ornementale. Donc, le fonctionnement même du système aquaponique, pour rentrer un petit peu dans le détail, ce fameux cycle de l'aquaponie, encore une fois, c'est vraiment chercher à réutiliser nos effluents de poissons par des végétaux. Ça ne peut pas se faire en direct, ce qui fait qu'on part de notre production de poissons, avec nos bassins d'élevage. Il y a toujours une entrée d'eau dans ces systèmes-là. On peut essayer de la limiter à un maximum. Il y a toujours un apport d'eau à un moment dans le système. Le fonctionnement même du système piscicole-poisson nécessite justement cette transformation des rejets des poissons. Ça, c'est vrai en circuit recirculé, c'est d'autant plus vrai en aquaponie. Pourquoi? Puisque nos poissons vont rejeter notamment de l'azote sous forme euh, ammonium, et il s'agit de transformer cet ammonium pour qu'il soit utilisable par les végétaux, notamment en nitrate. Alors, c'est aussi vrai en circuit recirculé, puisque cette excrétion
l'ammoniac par les poissons va se transformer en nitrites qui sont toxiques pour les poissons. Donc, on cherche vraiment à les transformer en nitrates. Dans un circuit recirculé classique, il n'y a pas les végétaux, on transforme effectivement en nitrates également. Ça se fait par tout un système d'ingénierie au niveau filtration. On va, grâce à des supports bactériens, transformer effectivement notre ammoniac en nitrite et en nitrate. Et avant cette phase-là, on va retirer tout ce qui peut être matière solide, puisqu'il y a des particules qui sont émises par les poissons. Tout n'est pas sous forme dissoute. Donc, on va les retirer très tôt et on va retirer ces particules. Donc, on retire les particules, on fait travailler des bactéries pour nous transformer notre ammoniac en nitrate. Et c'est là où on arrive à greffer le couplage avec les végétaux, dans le cadre d'un système aquaponique. C'est qu'on va envoyer cette eau issue du traitement directement sur les végétaux, afin qu'ils puissent bénéficier de cette eau enrichie, notamment au niveau des nitrates, mais pas que. Une fois que vous avez fait ça, dans le cycle de l'aquaponie, vous pouvez envisager de renvoyer l'eau de votre production végétale vers les poissons. Ce qui fait que vous avez une boucle complète entre l'ensemble des compartiments. Vous pouvez aussi envisager de ne pas renvoyer l'eau des végétaux aux poissons. C'est le cas des systèmes qu'on appelle découplés. L'eau, du coup, est rejetée. Ce qui veut dire que ça correspond à l'entrée d'eau, il y a forcément une sortie d'eau dans votre système. Il y a des systèmes alternatifs. Globalement, sur celui qu'on a choisi au niveau des expérimentations menées dans le programme Optima, on est sur un système découplé pour des raisons et techniques et des raisons aussi d'expérimentation derrière. Donc ça, c'est le cycle d'aquaponie, sachant qu'au milieu de tout ça, il y a effectivement la grande question par rapport à est-ce que c'est une innovation? Et l'innovation, c'est de comprendre comment ça marche et pourquoi ça marche. Donc c'est cette fameuse boîte noire qui est au milieu de l'ensemble de ce cycle d'aquaponie, puisque ce qu'on avait documenté précédemment, notamment sur des cultures maraîchères, c'est que ça fonctionne, qu'il n'y a pas d'impasse technique, qu'on veut tester maintenant sur le volet horticole. Mais en tous les cas, il y a des choses encore qui ne sont pas totalement maîtrisées, en tous les cas qu'on n'a pas complètement documenté pour comprendre exactement pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne tout aussi bien que les systèmes pris indépendamment, notamment. Je ne sais pas si tu veux faire les questions au fur et à mesure ou si on continue et puis on reviendra après sur les questions sans doute. Alors oui, les questions, on y répondra à la fin. On aura, je pense, une vingtaine de minutes à la fin. Après, il y a donc tout un onglet pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas si vous en avez en cours de route à inscrire vos questions et on y répondra à la fin. Donc, c'était bon pour toi, Aurélien, sur Parfait, cette diapo? voilà, sur le cycle de l'aquaponie au global. Oui. Donc, les objectifs du programme que tu as présenté, là, du coup, alors, je ne sais pas si tu veux y revenir, mais sur les photos, vous avez effectivement une vue extérieure des serres sur le CFA Naturapole, sachant que les deux chapelles que vous voyez là, il y en a une dans laquelle il y a le système aquaponique dont on va vous présenter les caractéristiques, et à côté, il y a une serre qui fonctionne en hydroponie, ce qui nous permettait effectivement d'avoir une comparaison entre les deux systèmes. Après, juste une petite précision, parce que au niveau de horticole, en fait, quand on parle d'hydroponie, c'est les systèmes de sub-irrigation. Donc, on reste sur un système de plantes en pot avec un substrat. Euh, on a également un système de raft qui, lui, est en hydroponie au sens où on n'a pas du tout on a un substrat inerte et des plantes qui baignent dans l'eau. Voilà. Et donc, je te laisse commencer avec la partie élevage aquacole. Oui, du coup, sur justement, puisque l'idée était de s'adapter aussi au contexte, tout en se projetant éventuellement à terme sur des structures qui pourraient être intéressées par ces systèmes aquaponiques. Donc là, l'idée, c'était de s'adapter donc sur l'existant, en l'occurrence sur les serres horticoles du CFA, de pouvoir implanter un système aquaponique. Donc, vous voyez sur le schéma, en fait, c'était effectivement des tablettes en sub-irrigation. Il y avait, avant, il y avait 5 tablettes, il n'y en a plus que 4, puisqu'on a fait le choix effectivement de supprimer l'espace d'une tablette pour implanter le module poisson dans la serre pour créer le système aquaponique dans la serre. Donc, il y avait effectivement un espace relativement contraint pour l'outil. On est sur à peu près 11 mètres carrés et on a implanté le système piscicole là, que vous voyez dans le fond de la serre avec les 4 tablettes en sub-irrigation qui sont devant.
Toujours avec cet objectif, du coup, c'est d'implanter un système qui permette d'apporter notre effluent issu du système poisson vers les cultures, donc dans un système découplé tel que je le présentais. Après, les objectifs, bien sûr, dans ce cadre-là, on tend plutôt à aller vers de la diversification d'une structure horticole en place, et ça doit permettre, à minima, effectivement, de couvrir les frais de fonctionnement du système et d'apporter un complément de revenu. Donc, on s'est vraiment greffé à l'existant. On a cherché à automatiser aussi la gestion pour limiter les interventions et le temps d'intervention sur ce type de système. Là, il est composé de trois bassins d'élevage, plus toute la partie filtration à côté. Donc, ça reste un petit système à échelle expérimentale, mais qui a permis de se projeter sur tout un ensemble d'essais culturaux, mais aussi des essais sur le volet poisson. On a un peu moins de 3000 litres de volume utile au niveau élevage. On va revenir sur les détails du système si vous le souhaitez après. Ce qui fait que sur les travaux qu'on a pu mener, puisque l'objectif premier était bien encore une fois, de tester sur des variétés horticoles. Il y a eu un volet screening, sélection pour tester la faisabilité et la fonctionnalité du système. Sur le volet poisson, il y a eu plusieurs cycles. On est parti au départ dans l'objectif, encore une fois, de fournir cette eau enrichie pour produire les végétaux. Donc, on avait une biomasse de poissons en place, composée à la fois de carassins et de carpe-coï, puisque l'objectif, on l'avait dimensionné effectivement pour apporter une certaine quantité d'azote, phosphore, potassium aux végétaux en fonction de la biomasse en place. Et donc, quand je dis biomasse de poisson en place, c'est la quantité de poisson, mais tout ça étant très lié à l'aliment que vous leur distribuez derrière pour générer cette eau qui va aller sur les végétaux. Donc, il y a eu un premier cycle qui visait vraiment à faire un screening complet. Un cycle 2, Maxime reviendra sur les résultats au niveau du végétal par la suite. Un cycle 2, on a recentré sur quelques végétaux. Et puis un cycle 3 où on a aussi recentré sur le volet poisson, c'est-à-dire que cette fois, on a fait du monospécifique sur de la carpe koi pour aussi aller plus loin sur les performances de l'élevage carpe koi, puisque c'est l'espèce effectivement la plus intéressante, notamment au niveau économique, mais aussi pour documenter l'aspect élevage de cette espèce-là dans un système recirculé en aquaponie. Et on a travaillé vraiment sur cette espèce-là dans le cycle 3. Donc, quoi, trois cycles vraiment de l'ensemble des travaux qui ont permis de documenter à la fois le végétal, principalement, et un peu le poisson dans ce système circulé, principalement sur la carpe koi, avec des performances et des conditions d'élevage qui ont été variables au fil du temps. Ce qui fait que sur nos poissons, donc carpe koi et carassin, vas-y Maxime, tu peux passer. Alors, on ne les a pas choisis non plus au hasard, bien sûr, c'est des espèces ornementales que vous connaissez sans doute, hein, qui sont produites en France, beaucoup aussi importées également. En tous les cas, une contrainte forte quand vous implantez un système aquaponique, notamment sous serre, c'est la question de la température et des évolutions de température dans vos bassins d'élevage. Donc, c'est des espèces qui ont une tolérance aussi aux évolutions et aux amplitudes thermiques et aux conditions évolutives du système, notamment qui dit évolution de température, dit évolution des taux d'oxygène dans les bassins, par exemple. Donc, c'est des espèces qui sont assez tolérantes et qui peuvent effectivement être valorisées dans la filière ornementale, sachant que le CFA Naturapol dispose en plus d'une formation animalerie qui inclut un volet poisson. Donc deux espèces avec des caractéristiques différentes. Alors j'ai remis quelques données avant, mais voilà, je ne sais pas si ça parle peut-être pas à tout le monde sur les paramètres d'élevage en termes de densité, etc. En tous les cas, on a regardé les performances d'élevage au sens large. On a fait un focus après sur la carpe koi, et ça c'est le fameux cycle 3. Et donc là, les courbes vous présentent effectivement l'évolution en fait de la croissance des poissons. Et on a effectivement obtenu une amélioration des conditions de production et donc des croissances sur la carpe koi quand on l'avait isolée et quand on avait optimisé aussi la densité dans le système d'élevage et donc l'alimentation distribuée aux poissons, puisque le taux d'alimentation est très dépendant aussi de la taille des poissons qui sont en bassin. Donc là, ça présente des courbes de croissance intéressantes sur ces espèces-là,
avec en l'espace d'un an des poissons qui sont passés de 200 à 800 grammes pour les plus gros, qui sont toujours en bassin à l'heure actuelle. Il y a des limites au système, bien sûr, et en l'occurrence, c'est l'efficacité de l'ensemble du système de filtration, à la fois sur la récupération de ce que j'évoquais tout à l'heure, des matières solides, et aussi l'abattement des taux d'azote dans les bassins. En tout cas, des performances intéressantes sur ces carpe-coilles, sur ce troisième cycle. Alors, des conditions qui sont variables dans le système. Quand on regarde un peu les évolutions de température, vous voyez, c'est un facteur clé pour les poissons, bien sûr, mais pas que. On est sous des conditions sous serre. Là, c'est des courbes qui vont sur différents points, à la fois, grosso modo, en rouge, c'est dans la partie poisson, en vert, c'est plutôt dans la partie horticole, au sens où l'eau des poissons allait dans des fosses qui ensuite alimentaient les végétaux. Donc des fortes évolutions de température, forcément, avec des écarts qui vont de 15 à 28 degrés, sans pour autant entraîner de mortalité sur les poissons, en l'occurrence. Tout ça étant très lié à la question de l'oxygène, même si dans un système comme celui-ci, on fait en sorte de maintenir la saturation en oxygène pour que ce ne soit pas un facteur limitant pour les poissons, même si on a toujours des variations et journalières et mensuelles sur ce volet oxygène et oxygène dissous présent dans l'eau. D'autres paramètres aussi suivis dans le système, puisqu'on essayait de suivre ça quasiment en continu, avec différents équipements. Là, on arrive sur des paramètres qui sont justement intéressants quand on s'intéresse au couplage entre nos poissons et nos végétaux. C'est notamment le pH. Alors, un pH qui évolue aussi, qui peut évoluer en fonction de là où on le prend aussi, entre la partie plus poisson, la partie plus horticole, avec des variations entre 7 et 8,2. Il y a forcément des évolutions du pH dans les systèmes, notamment piscicoles. Et quand on raisonne aquaponie, on raisonne forcément compromis entre l'optimum pour le fonctionnement pour les poissons, l'optimum pour les végétaux et l'optimum aussi au sein de notre système de filtration. Et quand on regarde effectivement sur l'aspect conductivité, on est alors sur des niveaux, mais qu'on connaissait être relativement bas sur nos systèmes poissons, et relativement bas au sens où on est inférieur effectivement, en tous les cas, à ce qu'on trouve dans la littérature sur des systèmes plus hydroponiques, puisque là, on va être entre 600 et 1000 microsiemens, même s'il y a des évolutions et des variations dans le système, on reste à des niveaux relativement bas dans l'ensemble du système en ces différents points, avec des choses qui sont assez proches entre les prélèvements sur la partie vraiment poisson et la partie plus végétale. Puisque chaque tablette, en fait, est alimentée par une fosse en dessous de la tablette. Là, il y a des fosses qui permettent de les alimenter. Après, on va bien sûr plus loin dans tous les suivis qu'on a pu mener pour documenter le fonctionnement du système, notamment sur cette partie effluent piscicole, pour savoir exactement ce qu'on peut apporter ou ce qu'on va apporter au niveau du végétal. Alors, à la fois sur différents composants azote, phosphore, mais aussi sur tout l'ensemble de micro-éléments, cuivre, molybdène, bore, etc., qui peuvent être des choses, tous les cas qui ont été documentés sur les systèmes aquaponiques, qui parfois peuvent nécessiter de faire des apports complémentaires par rapport à des carences éventuelles sur certains végétaux. Et en comparaison, là, pour le coup, avec une solution nutritive utilisée en hydroponie. Tous ces éléments-là permettent d'avoir des éléments de dimensionnement, en fait, spécifiques là, à un système aquaponique dans un contexte horticole, puisque l'objectif étant de dimensionner le système afin de savoir, avec telle quantité de poissons en place qui va générer telle eau ou tel effluent que je serai sur place, je vais pouvoir produire derrière. Donc l'objectif, c'est bien aussi de produire ces éléments de dimensionnement qui sont spécifiques au système aquaponique. En tous les cas, quelques éléments qui guident ces dimensionnements. Donc une fois qu'on avait documenté, qu'on a documenté tout ça, à la fois sur vraiment ce fonctionnement système poisson, l'eau issue des poissons, cette qualité d'eau, et avec ces différents paramètres, la question c'était quel impact ça peut avoir sur les cultures, impact au sens large, en termes de productivité, de qualité des cultures derrière, et notamment sur les cultures horticoles que va vous présenter Maxime maintenant. Alors, donc effectivement, on va passer maintenant au volet plus végétal. Alors, savoir quel impact ça a de fertiliser en aquaponie. Toujours, tout le long du programme, l'idée c'était de comparer
Euh, Si on cultive en aquaponie d'un côté et en fertilisation minérale de l'autre, est-ce qu'on va remarquer des différences? On va avoir des plantes de qualité similaire? Est-ce que pour certains points, ils vont avoir plus de rendement? Est-ce qu'ils vont grandir plus vite? Voilà, l'idée, c'était de renseigner au maximum le comportement des plantes quand elles étaient fertilisées via ce système d'aquaponie. Donc là, sur le schéma, enfin sur les photos, vous pouvez voir déjà comment on a organisé ce système, enfin comment il a été construit. En fait, tous les petits bacs jaunes qui sont en dessous, ce sont les bacs qui vont être remplis au fur et à mesure par l'eau qui déborde du bassin, enfin des bassins d'élevage. Donc l'eau des bassins d'élevage va déborder progressivement dans ces bacs jaunes qui serviront ensuite pour l'irrigation des tablettes de culture. Ici. Donc, donc on avait, comme on a évoqué tout à l'heure, donc on avait deux modules de serre. On avait un premier bloc avec le système aquaponie et un second bloc où on va tester la fertilisation minérale. Euh, Bien sûr, pendant toute la durée du projet, comme c'était compliqué, enfin, c'est compliqué d'utiliser des produits phyto dans une même serre où se trouvent des bassins d'élevage. Donc l'objectif, c'était aussi de pouvoir gérer uniquement les ravageurs et les maladies via de la PBI. Alors, donc pendant ces plusieurs années de projet, l'idée principale, c'était de pouvoir faire un screening végétal en fait d'un maximum d'espèces horticoles. Parce qu'en horticulture, on a vraiment une très grande diversité et toutes ne répondent pas de la même façon à un changement de fertilisation. Et donc l'idée, c'était de pouvoir documenter les réactions d'un maximum d'espèces. Et comme on travaille aussi le côté économique qui vous sera présenté donc à la fin, donc on a mené une petite étude économique et l'idée c'était aussi de voir au niveau diversification euh, si voilà quelle production permettait aussi enfin d'avoir une valeur ajoutée supérieure. Est-ce que par exemple la production de fleurs comestibles, de plantes d'intérêt industriel, donc quand je parle d'intérêt industriel, ça va être l'intérêt en cosmétologie et en pharmacologie. Est-ce que voilà, utiliser ces plantes-là permet d'apporter une valeur ajoutée à notre module d'aquaponie? Et est-ce que la production, faire un premier cycle de production de jeunes plants de pépinière sous serre en aquaponie permettait d'apporter un gain notamment sur la croissance des plantes? Donc c'est ce qui a été évalué pendant donc, les 3 années là sur Optima. Donc, la première chose qu'on peut documenter, c'est que sur la qualité des végétaux, en général, il n'y a pas d'impact sur la qualité commerciale. Donc, on a testé plusieurs types de cultures, plusieurs cycles de culture, de l'annuel, de la vivace. Euh, et pour la grande majorité d'entre eux, on va dire 90% des espèces, entre la fertilisation aquaponique et la fertilisation minérale, on n'avait aucune différence de qualité. Donc ça, voilà, c'était clair. Donc on avait, donc là sur le graphique, vous pouvez voir 81% des espèces en aquaponie étaient voilà, donc là c'est le plan de sel, mais c'est plutôt des plantes de très bonne qualité. Donc 83% en minéral, et en fait, si on englobe aussi les plantes qui sont un petit peu moins belles, donc ça va être les plantes classées en B. Donc, en fait, si on regroupe les A et B ensemble, on se rend compte que en fait, la majorité de la production est viable. Donc nous, ce qu'on voulait aussi observer, c'est si on pouvait voir un certain effet sur le statut nutritionnel de la plante. Donc c'était de savoir si voilà, la plante se nourrissait correctement.
Donc, à titre de comparaison, donc on avait une électroconductivité en aquaponie en moyenne 0,8 microsiemens, quand en fertilisation minérale, on était à 1,6. Donc en fait, du simple au double. Et donc, pour voir si la plante se nourrissait correctement, en fait, on a utilisé une pince spade pour mesurer le niveau de chlorophylle dans les plantes. Et ce qu'on a pu voir, c'est que il y avait quand même une petite différence. En aquaponie, les plantes en général, donc elles avaient un niveau de chlorophylle légèrement plus bas, donc ce qui peut se traduire par peut-être un problème pour la plante à assimiler certains éléments. Euh, mais pour autant, c'est pas parce que le niveau de chlorophylle était légèrement plus bas que ça a impacté la qualité. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que la production en aquaponie, c'est faisable sur toute cette gamme de végétaux d'ornement. Donc ça, c'est ceux qui ont été testés donc, pendant Optima. Donc voilà, on avait 40 espèces de vivaces et d'annuelles. Donc c'est sur ce tableau-là, en fait, c'est un récapitulatif de ce qui a le mieux fonctionné. Donc nous, ce qui va nous intéresser principalement, c'est quand même la qualité commerciale. Et on peut voir que pour la qualité commerciale, si on a NS, donc ça veut dire non significatif, ça veut dire que les plantes étaient aussi belles en fertilisation minérale qu'en fertilisation aquaponique. Et s'il y a précisé minérale ou aquaponie, ça veut dire que la plante était mieux dans l'un ou de l'autre des systèmes. Donc ici, vous pouvez voir qu'en qualité commerciale, on a quand même quelques petites différences, mais c'est au niveau des pétunias, les rudbeckia ou streptocarpus. Et là, on avait quand même une plante qui préférait l'aquaponie, donc la calibra, quoi. Euh, Après, pour le développement racinaire, on avait quand même des différences. Donc le développement racinaire, ça a été évalué en fonction de la colonisation de la motte par la racine, donc savoir si la plante était quand même se portait bien. Et en général, on voyait quand même qu'il y avait une petite différence et qu'en fertilisation minérale, elle était quand même en meilleur état en général. Ouais. Mais toujours sans impacter négativement la qualité commerciale. Donc ça, c'était le point pour la qualité des végétaux. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que sur certaines cultures qui pouvaient être un petit peu plus demandeuses en fertilisation, là, on pouvait vraiment constater les limites du système aquaponique. Donc, sur des cultures de poinsettia ou de chrysanthème, on avait des carences, des problèmes dans le développement qui étaient largement visibles. Donc là, c'est le poinsettia. Donc, on peut voir que la coloration, il y a vraiment un problème au niveau de la coloration des feuilles. Donc, voilà, ça peut être identifié comme une des limites du système. Après, c'est un système dans lequel on n'a pas complémenté, euh, donc ça ne veut pas dire que c'est impossible de produire ces plantes en aquaponie. Il y a des solutions. On peut complémenter dans l'eau directement avec les nutriments qui nous manquent, mais dans nos expérimentations, donc on avait fait le choix de ne pas complémenter. Ensuite, donc, je vous parlais de diversification un petit peu des cultures. Donc, on est parti sur plusieurs points. Donc, on est parti sur la fleur comestible. Comme c'est un sujet qu'on travaille depuis quelque temps chez Astrodor, donc la fleur comestible, on s'est rendu compte que ça restait bon, un marché de niche, mais que potentiellement ça pouvait être quelque chose qui pouvait se coupler assez bien avec une production en aquaponie. Donc, et ce qu'on voulait savoir, c'est si cette production de fleurs comestibles était impactée toujours par cette fertilisation, enfin cette différence de fertilisation. Donc, on a comparé on va dire, le rendement en fleurs de ces plantes dans chaque système. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait vraiment pas de différence. Donc on peut produire en aquaponie comme en minéral, on aura le même rendement, au moins sur ces espèces. Euh, Toujours, on a remarqué enfin, des différences dans le niveau de chlorophylle, qui est toujours plus bas côté aquaponie pour ces plantes-là.
Mais voilà, ce que ça nous a permis de déterminer également après quelle quantité de fleurs on pouvait obtenir au mètre carré, en partant du principe qu'on a 30 plantes au mètre carré. Donc c'était un des premiers points. Le second, c'était en fait la diversification pour la production de plantes industrielles. Donc cette diversification, en fait, c'est un sujet qu'on a déjà également travaillé chez Astrodor et qu'on a voulu, voilà, qu'on a voulu intégrer dans ces travaux. Donc, on est parti sur trois espèces qui avaient un intérêt en pharmacologie et en cosmétique pour leur métabolite secondaire. Donc, le pavot, l'achillée et la Centella asiatica, donc l'arbre du tigre. Et ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce que l'aquaponie module le rendement en métabolite secondaire? Donc, est-ce qu'il y a un intérêt spécifiquement à produire ces plantes-là via l'aquaponie? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'eau, dans la fertilisation, qui permet de stimuler la production d'une molécule qui pourrait être intéressante pour le, pour le côté, pour l'industrie. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, on a des modulations. Donc, on a sur un certain nombre de métabolites. Donc, j'en ai ciblé un ou deux pour euh, chaque espèce. Donc, chez le pavot, par exemple, on a remarqué que les alcaloïdes, donc enfin, certains alcaloïdes, qui ont des propriétés en pharmacologie, donc des analgésiques, des antimicrobiens, ou en cosmétique, des effets raffermissants et antioxydants. Donc ça, on arrivait à trouver en aquaponie, euh, ces molécules étaient 2 fois plus concentrées dans les racines que lorsqu'elles étaient fertilisées avec une fertilisation minérale. Chez l'Achillée, donc on a retrouvé des concentrations plus élevées dans les parties aériennes en acide, donc dicaféolquinique, donc qui a des propriétés anti-inflammatoires et des effets photoprotecteurs en cosmétique. Et ensuite, l'herbe du tigre également. Donc, on a retrouvé dans les parties racinaires beaucoup plus de métabolites secondaires, comme ces acides caféolquiniques, des terpènes, des flavonols, que la fertilisation minérale. Donc, la réponse c'est que oui, l'aquaponie peut moduler ses rendements. Donc, évidemment, c'est à nuancer en fonction du métabolite qu'on recherche. Euh, Autant elles vont être modulées positivement pour les métabolites comme les alcaloïdes, comme j'ai pu énoncer, mais sur d'autres, ça va les moduler négativement. Donc tout est une question de ce qu'on cherche à obtenir voilà, enfin, ce qu'on cherche à obtenir comme principal comme ingrédient pour l'industrie. Et donc le troisième point, c'était toujours sur la diversification, mais là sur le fait de pouvoir faire une culture de jeunes plantes pépinières euh, voilà, sur une première année, on va dire, une première année, euh, savoir si ça apportait un gain. Est-ce qu'on a des plantes qui poussent mieux? Est-ce qu'on a des plantes voilà, qui poussent plus vite? Euh, donc il y avait cette question-là, mais aussi la question qui se posait, c'était de savoir si on laisse ces plantes plus longtemps, donc là c'était sur une année, est-ce on a des carences qui peuvent être plus marquées? Est-ce qu'on a des différences plus marquées? Parce que jusqu'à maintenant, on était sur des cycles de culture de 3 à 5 mois, selon selon les espèces. Là, sur un an, qu'est-ce qu'on voit? Alors, ce qu'on voit, c'est que principalement, c'est très dépendant de l'espèce. On a des plantes comme l'europétale de Chine ou le chèvrefeuille qui vont se développer plus rapidement, qui vont être plus hauts, avec en moyenne 10 centimètres de plus par rapport à leurs homologues en fertilisation minérale.
Mais à l'inverse, on va avoir le fusain du Japon, l'escalonia, l'immortelle d'Italie, l'hortensia ou la lavande, qui eux vont être plus adaptés, enfin qui vont grandir plus vite en fertilisation minérale, avec des différences qui vont de 3 à 10 cm et jusqu'à 20 cm de plus pour l'hortensia en fertilisation minérale. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas de conclusion générale. Ça reste toujours un modèle qui est dépendant de l'espèce. Euh, et donc, bah, voilà, il faut vraiment tester un maximum de choses, continuer un screening bah, pour savoir ce qui peut s'adapter le plus correctement. Voilà. Ça, c'était sur la partie végétale. Et ensuite, donc, un des objectifs du projet était aussi bah, d'entamer une étude économique sur la production en aquaponie et notamment bah, de calculer les coûts de production entre une fertilisation organique et une fertilisation minérale. Et donc pour réaliser cette étude, on est parti sur une hypothèse de production, donc pour la modélisation. Donc on est parti sur le fait qu'on avait une production d'annuel de printemps et une production de vivaces qui se suivent, de février à octobre, avec une surface utile de 50 mètres carrés et une densité de 30 plantes au mètre carré en général. Donc voilà, et en prenant en compte bah, les périodes où les serres étaient chauffées, en prenant en compte le coût en eau, on essayait de déterminer le coût de production selon, euh, selon les plantes, Enfin, selon le système de production, pardon. Après, donc pour pouvoir calculer ces coûts de production, donc on a fait quelques choix méthodologiques. Donc on n'a pas pris en compte certaines charges indirectes, donc les frais financiers, l'entretien de la serre par exemple, et on n'a pas pris en compte tout ce qui est les charges liées à la commercialisation. Donc on est resté sur vraiment un coût de production sur les charges de direct, celles qui pouvaient être affectées à la production, et certaines charges indirectes. Donc, ce qu'on a pu évaluer, donc c'était déjà bah, les charges opérationnelles sur la production végétale. Donc, on a pu évaluer un coût de la production par plan. Et, euh, et donc, ce qu'on a pu voir, c'est que sur la production d'annuel, en fait, ce qu'on pouvait prendre en compte, c'était l'achat du jeune plant, le substrat et les auxiliaires de culture dans la production. Et ensuite, la main-d'œuvre et le chauffage. Parce que quand on est en production en aquaponie, on n'a pas parmi les consommables, donc on n'a pas tout ce qui est la consommation d'eau ni la consommation d'engrais. Et on a pour ces différentes cultures donc un coût pour les charges opérationnelles de 88 centimes par plan pour euh, pour les annuels de printemps, de 92 centimes pour les vivaces. Et pour tout ce qui est charge opérationnelle pour la production aquacole, donc là, on est sur un coût par jour du système. Donc en prenant en compte l'électricité, l'eau, les aliments qu'on apporte, mais aussi les alevins qu'on a apportés au début de la production et la main-d'œuvre. Et on arrive à un coût jour de ce système de production, enfin de l'aquaponie, à un peu plus de 10 euros par jour. Sachant que la principale charge, ça reste la main-d'œuvre. Donc après, on a voulu faire un bilan de ce système, donc en calculant un chiffre d'affaires, toujours en partant de certaines hypothèses de culture, enfin hypothèses pour le calcul. Euh, En fait, on est parti du principe que le système qu'on avait actuellement sur Fauville, était sous-dimensionné par rapport on va dire, ce qu'il pouvait produire. Donc en fait, ça veut dire qu'on avait un bassin, donc on a 3 mètres cubes d'élevage qui est tout à fait adapté pour notre serre.
Mais avec ces 3 mètres cubes d'élevage, on alimentait 50 mètres carrés de production, alors en théorie, avec ce volume, on peut alimenter 200 mètres carrés de surface. Donc en fait, on est volontairement parti sur une surface de culture de 200 mètres carrés pour avoir des chiffres qui correspondraient quand même plus à la réalité que sur le système qu'on avait. Parce que c'est un système qui reste expérimental et donc c'est compliqué d'utiliser euh, d'utiliser juste ces surfaces-là pour calculer le chiffre d'affaires potentiel. Et on est parti sur un prix de vente moyen d'une plante de 2,40 €. Donc, ce qu'on observe à la fin, c'est que bah, donc on a des charges opérationnelles pour le système aquaponique qui sont donc de 10 000, enfin de presque 11 000 € pour la partie plante et de un peu plus de 3 000 € pour l'élevage aquacole. Ce qui nous permet, donc après avoir calculé aussi euh, les différents chiffres d'affaires, donc d'avoir un revenu de 26 500 € pour les plantes et de plus de 9 000 pour les poissons. Euh, et en comparaison, donc on a le système conventionnel avec la fertilisation minérale. Et voilà, donc là, on a juste les charges opérationnelles des plantes parce qu'on n'a pas de production de poissons en théorie et ce que ça rapporte. Euh, donc voilà, la seule différence entre le chiffre d'affaires, enfin entre les charges opérationnelles euh, pour la plante en aquaponie et en fertilisation minérale, donc ça va être ce coût en engrais. Et ce qu'on peut voir, bah, c'est que dans les charges opérationnelles en aquaponie, donc on est à 10 811, alors qu'en fertilisation minérale, on est à 10 897. Donc ça veut dire que la différence entre les deux, c'est en fait, bah, c'est juste l'achat d'engrais minéral. Donc on est à un peu plus on a 86 € de différence en fait entre les deux, et ça correspond à l'achat d'engrais. Donc, bah, ce qu'on peut dire déjà, c'est que euh, si on veut partir du principe que l'aquaponie va permettre de faire des économies sur l'engrais, c'est vrai, mais c'est vraiment très minime. Et c'est pas là-dessus qu'on va pouvoir comment dire, faire le plus voilà, on va pouvoir apporter vraiment une plus-value à ce système. Non, la plus-value, elle va être sur l'élevage aquacole qui va permettre quand même de ramener un revenu un petit peu plus important aux producteurs qui souhaiteraient s'installer en aquaponie. Donc avec cette production de poissons qui peut rapporter, voilà. Euh, donc pour nous, notre système, on est à 9 169 € pour 3 bassins de 3 mètres cubes. Euh, Voilà, donc ça c'est tous ces chiffres-là, ils sont détaillés un petit peu plus dans enfin l'étude technico-économique qui a été faite lors de ce projet, donc qui est disponible. Et, voilà, il suffira de nous demander. Et juste à titre d'information, voilà, nous notre système d'aquaponie à Fauville, donc le coût pour ce système, donc il a été à la base de 11 500 € pour le matériel et la conception et l'installation de toute la partie électrique et le système piscicole. Donc on était aux alentours de 13 000 € moins, donc ce qui nous fait un coût total euh, de 24 000 € hors taxe. Et bon, après, on a fait. Voilà, on a comment dire, pris en compte le coût de l'inflation, donc on est sur un système total, un système qui coûtait 35 500 € TTC euh, à Fauville. Voilà, pour avoir à peu près un ordre d'idée du coût d'un tel système. Donc, et juste pour finir, les limites de système. Donc c'est une approche
économique, moi, qui aboutit à un modèle assez prudent, parce qu'on part sur beaucoup d'estimations avec des facteurs qui sont variables et peu documentés, notamment sur les performances zootechniques, qui sont sur l'élevage de carpe koi. Voilà, c'est encore, euh, on va dire, peu documenté, mais c'est surtout que les prix, en fait, sont très fluctuants et c'est compliqué d'estimer un coût de revient vraiment correct sur cette espèce. Euh, voilà, donc pour affiner cette étude, donc il faudrait aussi moderniser un peu notre système, notamment avec on a un filtre à sable qui consomme énormément d'eau et qui joue, enfin qui impacte aussi pas mal ce coût. L'idée, c'est de faire aussi du sourcing d'individus à plus forte valeur ajoutée parce qu'on est sur une espèce ornementale où en fait on va pas forcément avoir un prix au kilo de l'espèce, mais c'est un prix à l'individu qui va dépendre de beaucoup de critères, notamment ses couleurs. Et donc il faudrait pouvoir faire partir de base sur des individus à forte valeur ajoutée. Bien sûr aussi étudier toutes les coûts et voies de commercialisation pour cette espèce qui reste quand même voilà, une voie qui est euh, un peu voilà, minoritaire, on va dire, enfin, pas minoritaire, mais donc c'est un marché qui est quand même déjà un peu saturé sur la carpe koi, et donc voilà, étudier un petit peu toutes ces voies de commercialisation. Euh, on pourrait aussi, pour acquérir des données de dimensionnement technico-économique, donc travailler, enfin continuer les recherches sur le couplage total des compartiments en plan de poisson, sur la diversification des supports de culture, ou encore le- voilà, mieux caractériser les besoins nutritionnels de chaque espèce. Et il ne faut pas oublier que l'aquaponie, ça reste, c'est quelque chose qui demande aussi beaucoup de compétences techniques parce qu'on a deux élevages, enfin deux mondes qui se rejoignent, donc l'horticulture et l'aquaculture. Et donc ça demande aussi plus de qualification, plus de personnel qualifié, de la formation. Et donc c'est aussi des choses qui sont à prendre en compte si jamais on veut se lancer dans l'aquaponie. Et voilà. Et donc pour conclure sur les perspectives. Donc, sur notre système de Fauville, donc, l'idée, donc, c'est de continuer nos travaux voilà, en partant sur un système couplé cette fois, parce qu'on est sur un système découplé. Donc, un système couplé pour plus voilà, sur les économies d'eau. Donc, je vous parlais de la filtration, donc changer le filtre pour quelque chose de plus économique. Boucler le cycle avec l'utilisation des boues parce que jusqu'à maintenant, en fait, on utilise uniquement l'eau qui a été traitée dans les filtres biologiques, mais les boues ne sont pas encore utilisées. Donc, on pourrait utiliser ces boues pour les réintégrer ensuite dans le système de production, donc directement par exemple, dans le substrat. Mais aussi, bah, utiliser le lombricompostage pour traiter ces boues. Et tester de nouvelles variétés, nouvelles modalités de culture et optimiser techniquement aussi le modèle. Voilà. Et notamment sur le raft. Voilà. Aurélien, je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter. Non, moi plutôt ouvert aux questions Voilà. s'il y en a. Et effectivement, il y a différents éléments qui sont déjà disponibles, notamment alors, l'étude économique, même si tu as été prudent sur les chiffres annoncés. Et puis de toute façon, par essence, toute étude technico-économique est fausse, Mm. hein, puisque l'idée, c'est pas de vous donner une réalité, mais c'est une possibilité. En tous les cas, ça donne des perspectives. Et l'objectif, c'est bien de poursuivre aussi, on l'a pas remis là, mais dans les perspectives, c'est bien de continuer aussi à documenter pour aller vers des modèles technico-économiques qui manquent encore en aquaponie, puisqu'il y a il y a des systèmes qui se développent sur différentes options techniques, que ce soit sur le poisson ou sur le végétal. Mais en tous les cas, l'objectif, c'est bien de fournir un peu des clés techniques et économiques pour les futurs projets, les futurs porteurs de projets. Voilà. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, normalement, vous pouvez ouvrir votre micro. Je ne pense pas que ça soit bloqué.
Euh, voilà. N'hésitez pas, je vais arrêter le partage. Donc voilà, je ne sais pas si tout a été clair pour vous, euh, si vous êtes prêts à vous lancer dans l'aquaponie dès demain. J'ai juste une petite question. Moi, c'était très clair en tout cas la présentation. Merci beaucoup. C'était par rapport à la fertilisation. Donc, tu disais, Maxime, que ce qui a été utilisé, c'était exclusivement la fertilisation à base de l'eau qui a été récupérée de la culture piscicole, c'est ça? Ouais, Et dans c'est quelle ça. mesure est-ce que c'est possible de compléter avec, je ne sais pas si y a besoin de phosphore ou d'autres éléments ou Mm, de vraiment se réajuster à la production horticole? Est-ce que c'est quelque chose qui est mm. plutôt assez facile ou ça paraît pas évident comme ça? Alors, après, sur la production, enfin, les éléments qu'on a, c'est plutôt sur la production maraîchère. Je crois que sur le programme Apiva, donc ça a peut-être été travaillé tout ça. Mm. Donc, je crois que c'est des compléments qui peuvent être apportés directement dans l'eau, dans le bassin des poissons. Je te laisse compléter, Aurélien. Oui, oui, alors du coup, tout dépend sur quel élément on peut observer des carences. Alors, effectivement, là, on n'a pas été amené à le faire parce qu'on n'a pas cherché non plus à le tester. Ça peut faire partie, effectivement, des perspectives pour la suite. Même si l'idée, c'est quand même de s'en passer et puis de voir jusqu'à quel niveau on peut accepter certaines carences tout en ayant une qualité et un plan qui soit commercialisable. Le cas sur le volet maraîchage qu'on a pu tester, c'est effectivement notamment des carences en fer, par exemple, qu'on a pu complémenter soit par des apports foliaires, soit dans l'eau, avec la grande question de si on est en système couplé, quel impact ça peut avoir aussi sur les poissons si on apporte ce complément pour les végétaux. Donc on l'a eu testé hein, sur un aspect plus maraîchage, sans difficulté, notamment sur ces apports en fer ou en bore, par exemple, que ce soit dans l'eau ou en complément foliaire hein, sur le végétal. Et ça n'a pas posé de souci, même en couplant au poisson. Donc oui, c'est faisable sans difficulté. Virgile, je crois que tu avais levé la main. Oui, bonjour. Alors, je tente, je ne sais pas si vous m'entendez très bien, mais non, je voulais Aurélien a trop bien dit ce que je veux dire. C'était plus général par rapport aux quelques carences qu'on a pu observer sur certaines espèces, telles que Cetsia ou autres. Et c'est quelque chose que tu as abordé dans les perspectives, c'était la modernisation du système au niveau de notre filtration. En fait, on peut pousser encore plus l'économie d'eau et la recirculation et donc la concentration de tous les éléments chimiques dans cette eau, sachant que c'est plutôt au niveau des micro-éléments et du fer qu'on peut avoir là des grosses différences avec les solutions. Et autre chose assez importante sur le pH et le C, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir sur les diapos, mais on est vraiment extrêmement différents entre l'aquaponie et la fertilisation minérale. Et le fait de passer à des systèmes de filtration beaucoup plus fermés, ça va pouvoir avoir comme effet direct d'augmenter un petit peu le C, de baisser un petit peu le pH, sachant que nos poissons et nos carpe-koi ont été aussi sélectionnés pour ça. Des espèces qui tolèrent très bien des milieux chargés en éléments et du coup assez résilientes là, pour ce qu'on peut faire en circuit fermé et derrière pour pouvoir fertiliser des surfaces végétales. Voilà. C'était pas vraiment une question. Je sais pas si vous avez tout Ouais. entendu aussi. Merci Oui, beaucoup en moi, tout cas pour l'invitation. non, bah, ça marche. On t'a entendu, t'inquiète pas, c'était un petit peu assuré, mais je pense on a à peu près tout le monde compris. Merci pour ton intervention, Virgile. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions actuellement. Donc, de toute façon, les résultats de ces travaux donc, sont disponibles. Donc, le compte rendu a été édité. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de l'Astre d'Or ou de Vitavi pour
pour récupérer ces données. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, je vous propose qu'on s'arrête là. En tout cas, donc, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Voilà, et donc vous pouvez retrouver nos prochains webinaires, donc je le rappelle, le vendredi 20 juin sur la gestion de pilotage et l'irrigation, et le 3 juillet sur les supports d'agriculture sans tourbe. Voilà, c'est le mot de la fin. Eh ben, merci Maxime pour merci pour l'organisation, merci à tous pour votre participation. Merci à vous pour ce webinaire. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci, bonne Au revoir. journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.